Bien, je vois que nous allons débuter cette rencontre, co-organisée entre la librairie Ombre Blanche et le GREP. Donc vous avez pu donc trouver sur les sièges, à moins que vous y soyez encore assis dessus, les programmes donc, qui avaient été mis sur les sièges. Nous sommes très heureux d'accueillir François Héran autour de son dernier ouvrage, donc, Immigration, le grand déni, édité au Seuil en collaboration là aussi avec la République des idées. Ouvrage donc qui aborde donc cette question, la question migratoire. Alors François Héran, je rappelle que vous êtes professeur au Collège de France, la chaire donc Migration et Société, que vous animez aussi l'Institut Convergence Migration, mais je dirais que vous êtes donc à la fois démographe, anthropologue, sociologue, vous êtes aussi titulaire d'un doctorat de philosophie, c'est pas rien, ça peut servir. Une agrégation. Ça peut, une agrégation, pardon, qu'une agrégation, d'accord. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de cet ouvrage, donc, Immigration, le grand déni. Alors, je dirais pour introduire un peu cette rencontre, avant que nous prenions un peu de temps tout à l'heure pour laisser la parole à l'auditoire, je dirais que vous décryptez le traitement à la fois politique et médiatique de la question migratoire. Et vous insistez sur cet aspect qui est celui de, dites-vous, et vous l'avez dit aussi lors de certaines interviews, rétablir les faits. Rétablir les faits, vous essayez de poser un diagnostic réaliste et responsable, vous vous situez dans le temps long, je crois, et vous dites qu'il faut éviter d'aiguiser, je vous cite, inutilement les tensions, d'une part, et qu'il faut éviter de ferrailler à coups d'idées simples et d'opposition binaire. Alors effectivement, vous rétablissez là, vous essayez, vous tentez de rétablir dans cet ouvrage donc une approche de la question migratoire telle que on n'a pas l'habitude de l'entendre aujourd'hui. Et vous le faites, je dois le dire, parce que, bon, à la librairie Ombre Blanche, on essaie aussi de lire les livres dont on discute, de façon à la fois claire, pédagogique. Je crois qu'il y a, on le sent à travers les divers chapitres, un réel travail d'écriture, voire même de réécriture, je pense, et qui permet, je dirais, à tout un chacun d'aborder cet ouvrage au-delà de ce qui pourrait être parfois une querelle de chiffres, et ce n'est pas ça. C'est ce qui est intéressant, c'est l'interprétation des chiffres. Alors, peut-être que pour ouvrir cette rencontre, je voudrais vous poser deux questions à la fois, en quelque sorte. La France est-elle vraiment assaillie par les migrants, d'une part, et puis comment se fait-il et comment analysez-vous ce décalage entre, au fond, ce que disent les sciences sociales et ce que disent les politiques? Merci François. Bien, merci d'abord pour cette invitation. Je viens de découvrir la librairie Ombre Blanche, qui est une des plus belles librairies qui existent en France. Enfin, elle est absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Et je sais pas, moi je m'intéresse beaucoup à l'Antiquité, des dizaines et des dizaines d'ouvrages. J'ai fait une rafle, si j'ose dire, de livres qui me portent maintenant que je transporte à Paris. Et donc voilà, et puis merci donc pour cette introduction généreuse et pertinente. Oui, alors pourquoi un tel décalage entre les réalités migratoires et le débat? Je pense qu'on assiste dans le débat public à une sorte de surenchère interne du débat politique. Je vous donne tout de suite un exemple. On a eu pendant toute l'année 2022 une série de débats électoraux
qui était une campagne primaire pour l'investiture à la course présidentielle, des débats également pour la présidence du parti LR, etc. Et à chaque fois, c'était frappant. Il s'agissait de convaincre un noyau dur de militants et non pas des sympathisants. Donc, et il y avait une surenchère. Quand il y avait 5 candidats sur la scène, il y en a un qui disait il faut un moratoire de 2 ans sur le regroupement familial, et l'autre disait non, il faut stopper le regroupement familial. Et donc cette surenchère interne faisait que finalement, on ne regardait plus du tout les données. Or, il se trouve que le regroupement familial se réduit depuis 15 ans, c'est une des composantes de la migration qui est en réduction depuis 15 ans, parce que bon, les 21 lois qu'on a fait, qui ont été votées et qu'on a faites depuis 1986, depuis les premières lois Pasqua, elles ont beaucoup ciblé la migration familiale et elles ont finalement, à coup de lutte contre les mariages blancs, contre les mariages gris, de vérification de la réalité de la vie maritale par le maire, de délais élargis avant de faire la demande, etc. Mais tout ça aboutit à réduire la migration familiale de façon tout à fait sensible. Et ça n'est plus du tout l'appel d'air ou la pompe aspirante dont on parle toujours. Alors ça, c'est une des premières raisons, donc un débat politique qui est enfermé dans une surenchère et qui finalement décolle un peu de la réalité. Or, il se trouve que les connaissances dont on dispose désormais sur l'immigration, non seulement pour la France, non seulement en Europe, dans l'Union européenne, donc pour les pays occidentaux, dans le monde entier, se sont considérablement améliorés. Les pays européens, ils sont pour quelque chose, puisqu'il y a eu des directives européennes, des règlements européens qui ont obligé tous les pays à livrer des données extrêmement précises, à un rythme soutenu, par exemple la demande d'asile tous les 3 mois, les traitements réservés aux demandes d'asile, tout ceci est centralisé maintenant à Eurostat, qui a son siège à Luxembourg, l'OCDE, qui est une organisation intergouvernementale qui a son siège à Paris, qui regroupe à peu près tous les pays occidentaux, fait un travail à une branche migration extrêmement solide, donc on a des données de plus en plus précises. L'ONU également fait un travail de compilation, des recensements du monde entier, ou des enquêtes quand il n'y a pas de recensement. Donc j'aurais pas pu écrire ce livre, par exemple, dans les années, au milieu des années 80, parce que vraiment la qualité des données sur l'évolution de la migration dans le monde a beaucoup progressé. Et alors, le résultat qu'on a, c'est pour ça que je prends comme point de départ l'an 2000, parce que c'est ce qui est le plus simple, puis il se trouve qu'en même temps, ça correspond à un point d'inflexion important dans notre histoire. Il se trouve que, comme on le sait tous, l'immigration a beaucoup augmenté en France dans les années d'après-guerre, dans ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, jusqu'en 1973-1974, et puis à ce moment-là, guerre du Kippour, crise du pétrole, quadruplement des prix du pétrole en quelques mois, éruption de taux de chômage qu'on n'avait jamais connu avant, etc., la crise. Et donc depuis 1974 jusqu'à 2000, une stagnation du nombre des immigrés. Alors ce que je prends comme critère, c'est pas les entrées, j'en parle aussi à certains moments dans le livre, évidemment, c'est pas les titres de séjour, c'est le bilan de tout ça, c'est-à-dire la proportion d'immigrés dans la population française. C'est la résultante des entrées, des sorties, et puis des décès, parce qu'on oublie parfois, les immigrés meurent aussi. Et donc, au total, quelle est la proportion d'immigrés, au sens personnes qui sont nées à l'étranger, qui ont franchi la frontière, qui sont installées en France. Il y a des statistiques mais séparées sur la seconde génération, leurs enfants nés en France, d'au moins un parent immigré. Tout ça est maintenant connu. Il y a 20 ans, on n'avait pas de statistiques sur la seconde génération, par exemple, parce qu'on ne posait pas dans les questionnaires de l'INSEE, on ne posait pas des questions sur le pays de naissance des parents ou sur la première nationalité des parents. Ce qu'on peut faire, ce que l'INSEE fait maintenant systématiquement depuis 2003. Et j'ai travaillé à l'INSEE à ce moment-là et j'ai fait partie des quelques personnes qui ont fait en sorte que cette réforme puisse se faire. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que dans l'ensemble du monde, la migration, le pourcentage d'immigrés dans le monde a augmenté de à peu près 60% dans le monde entier. L'Europe, en général, c'est la même chose, c'est quelque chose comme 65-66%, donc une forte augmentation qui contraste avec la relative stagnation de la période de crise qui sévissait jusqu'en 2000. Et c'est une progression qui est soutenue, qui est forte. Alors en France, elle est également continue, cette progression. C'est pas 65%, 67%, c'est plutôt un peu moins de 50%. On est dans une honnête moyenne, on a une poussée
Donc, et alors, voilà, les discours tout de suite deviennent un peu compliqués. Oui, c'est vrai, on n'a jamais eu autant d'immigrés que maintenant. Phrase qu'on entend souvent dans le débat. Mais ce n'est pas la faute au dernier président ou à l'avant-dernier président. C'est ridicule d'imputer au dernier président ou l'avant-dernier le chiffre actuel des immigrés. C'est le résultat cumulé d'une poussée absolument constante depuis l'an 2000. Nicolas Sarkozy a un petit peu ralenti le processus. On comprend rétrospectivement que c'est surtout en retardant les dossiers, enfin que ça n'a pas vraiment modifié la réalité. Donc, depuis 2000, quelle que soit l'orientation politique du gouvernement, depuis donc Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, l'immigration continue d'augmenter en France, et en gros depuis à peu près de 50%, pas tout à fait, depuis l'an 2000. Les seuls pays d'Europe où il y a une stagnation du pourcentage d'immigrés dans la population, c'est cette Europe d'Europe centrale, voilà, qui va des pays baltes jusqu'à la Slovénie, et qui évidemment, on parle beaucoup de la Hongrie, mais enfin la Hongrie n'est pas le seul pays à rejeter l'immigration. En fait, oui, en fait, ces pays-là, ils ont certes une politique peu accueillante, tout un discours très, très anti-immigré, mais ils ne sont pas attractifs. Ils perdent même de la population, ce sont des pays d'émigration. Leurs propres citoyens émigrent fortement. Ils ont été sévèrement touchés par le Brexit, qui était dirigé contre eux, contre les populations de l'Europe centrale, mais ce sont des pays qui ne sont pas attractifs. Donc, voilà. Mais autrement, à part cette exception, qui est très liée au fait que le communisme a isolé les peuples pendant 40 ans, 50 ans, il n'y a pas eu de recours à l'immigration du Sud pour la reconstruction économique dans l'après-guerre, et donc il n'y a pas de familiarité avec l'immigration. Ça, c'est très important. Plus un pays est familier avec l'immigration, plus la tolérance augmente. C'est une espèce de loi qui a été vérifiée expérimentalement dans des expériences, mais aussi à grande échelle. C'est en Allemagne de l'Est, là on n'était pas familiarisé avec l'immigration, qu'on a été le plus xénophobe, que Pegida et ensuite l'AfD ont eu leur plus grand succès, alors que dans des régions comme la Westphalie ou même Hambourg, où il y avait 25% d'immigrés avant la crise 2015, et ces mouvements-là n'ont pas du tout eu la même ampleur. Donc c'est l'absence de familiarité avec l'immigration qui est une des causes de la xénophobie, manifestement. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ces réalités-là, déjà on se dit, le politique surestime formidablement sa capacité à maîtriser l'immigration. Alors ce qu'on nous dit dans le discours, c'est qu'il faut qu'on maîtrise, il faut qu'on retrouve la maîtrise, il faut sortir de l'impuissance. Et il y a ce syndrome typiquement politique qui consiste à dire les autres ont rien fait, avec moi on va enfin pouvoir agir, il suffit d'être ferme, on n'a pas essayé la fermeté, c'est une phrase de Marine Le Pen que je cite. Pour le nombre de lois incalculables. Voilà, et la fermeté, évidemment, c'est moi, c'est ce que je veux dire. Et donc, mais cette fois, on sera fermement ferme, et donc ça va réussir à renverser. C'est extraordinairement naïf, il n'y a aucune analyse sur les raisons de l'impuissance. Il y a un mouvement de fond, il y a une tendance profonde de l'augmentation de l'immigration dans le monde. Alors juste 2 mots sur les raisons de cette augmentation. Un des facteurs importants dont on ne parle jamais, peu, c'est la mondialisation des études supérieures, car la plus grosse partie de cette augmentation depuis 2000 dans le monde, mais aussi en France, c'est la migration estudiantine. Et on sait maintenant qu'elle reste plus d'1 an. Les études commencent à se faire sur la tendance des étudiants à rester. Il y a bien entendu les conflits du Proche-Orient, les guerres, etc., et dans la Corne de l'Afrique, qui nourrissent des mouvements très importants et inattendus. La Syrie, c'était pas prévu. Le destin absolument terrible des printemps arabes qui se soldaient par les migrants. Voilà. Je rappelle qu'en Syrie, vous avez 3,8 millions de réfugiés syriens. Le monde en accueille 38 000. On a justement dans ce livre 100 fois moins, on a 100 fois moins de réfugiés que syriens la France, que la Turquie ne prend pas sa part. Alors, c'est ce que j'explique, et c'est peut-être une des parties qui surprend le plus dans le livre. Il y a un grand thème qui consiste à dire il faut qu'on prenne ça de notre part dans l'accueil des migrants. Lorsqu'Emmanuel Macron présidait le Conseil européen, qu'éclate donc la guerre, l'invasion russe de l'Ukraine, il est président du Conseil européen, il dit il faut qu'on se coordonne, ce qu'effectivement l'Europe va faire, et il faut que chaque pays prenne sa part. Et là, il fait allusion à une fameuse phrase de Michel Rocard, sur laquelle on se trompe toujours, car Michel Rocard, en 89, quelques semaines après l'affaire du foulard de Creil, avait dit
nous ne pourrons pas accueillir toute la misère du monde. Phrase qu'il a répétée, il d'abord devant Anne Sinclair, invité par France 2, Antenne 2 ça s'appelait à l'époque, je ne sais plus. Il dit la même chose à l'Assemblée nationale, et on a su beaucoup plus tardivement, mais ça a été enregistré, qu'il l'a également déclaré devant une réunion d'anciens élus socialistes issus de l'immigration maghrébine. Et là, il dit la France ne peut plus être un pays d'immigration, textuellement. Bon, et c'est seulement 7 ans après, dans une tribune du Monde, que, ayant peut-être mesuré les dégâts qu'avait fait cette formule, qui a force d'un adage, il ajoute « mais la France doit en prendre sa part ». Et donc souvent on dit « mais Michel Rocard, il faut citer la phrase complète ». Oui, mais le complément de la phrase, la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. La deuxième partie de la phrase a été rajoutée après 7 ans de réflexion. Et donc, voilà. Mais alors, qu'est-ce que ce serait prendre sa part? Voilà. Je prends un critère vraiment très simple. Nous sommes 15% de la population de l'Union européenne et nous avons à peu près 18% de sa richesse, de son PIB. Donc, notre part, s'il faut vraiment répartir au prorata de la richesse et de la population, ce qui semble assez logique, la demande d'asile qui frappe aux portes de l'Europe, ben, ce serait quelque chose entre 15 et 18%, cet ordre de grandeur-là. Qu'est-ce que nous avons fait avec les Syriens, les Irakiens, les Afghans et même les Ukrainiens? Quand vous regardez les déplacés syriens, je prends cet exemple, la moitié des déplacés sont déplacés à l'intérieur de leur pays, l'autre moitié ont dû quitter leur pays, ce qu'on appelle les déplacés externes. Et sur ces donc, il y a à peu près, sur ces déplacés externes, 80%, 75% sont allés dans les pays limitrophes, se retrouvent en Turquie, en Syrie, en Jordanie, au Liban. Et puis il y a seulement 20% qui parviennent à déposer une demande en Europe. Et donc sur ces 20%, quelle est la part que nous avons pris? Nous n'avons pas pris 15% de ces 20%, nous avons pris 4%. À peu près 5% des Syriens, 4% des Irakiens, 8,5% des Afghans. Là, on a fait un effort particulier sur les Afghans, mais enfin, ça reste beaucoup moins que les Allemands qui, eux, ont pris 37%, etc. Et puis, il se trouve que les Ukrainiens, aux surprises, c'est également 4%, pas plus, que nous avons accueillis, malgré l'octroi de la protection temporaire décidé par toute l'Europe. Alors pourquoi? Parce qu'on avait très peu de diaspora ukrainienne en France avant le déclenchement de la guerre, que les migrants ont eu aussi leurs préférences, et qu'ils ont préféré aller dans les pays où il y avait déjà une forte diaspora, 20 000 Ukrainiens seulement en France, 135 000 en Italie. Vous voyez, c'est l'Allemagne qui en avait le pouce. Donc, nous ne sommes pas très attractifs. Et du coup, quand on regarde tout ça, quand on voit le fait que finalement, c'est à peu près 3-4 fois moins que notre part qui demande l'asile chez nous. Si vraiment on prenait notre part, nous aurions dû accueillir 3-4 fois plus de Syriens, 3-4 fois plus d'Irakiens et même d'Ukrainiens. Donc nous ne sommes pas si attractifs que ça. Or, il y a tout un discours dans le débat public qui consiste à dire nous avons beaucoup trop de mesures attractives qui créent un appel d'air. Il y a l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas que nous sommes le seul pays au monde à soigner les sans-papiers. Nous sommes le seul pays au monde à avoir isolé une ligne budgétaire visible, qu'on a refusé de mettre à l'intérieur de la protection sociale, qui est une ligne du budget de l'État auquel les hôpitaux doivent faire appel par une procédure spéciale, parce que ça ne dépend pas de la protection sociale. Il y a l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile, qui existe un peu partout, il y a le droit du sol, il y a la protection sociale, etc. Mais si vraiment toutes ces mesures étaient attractives, appelaient plus que de raison des étrangers à venir chez nous à déposer une demande d'asile, eh bien nous n'aurions pas 4 fois moins que notre part, mais 4 fois plus, enfin bon, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même un gros problème, c'est que nous ne sommes pas attractifs. Et il y a une démonstration cruelle de ça, c'est que même si vous prenez les populations qui ont le droit de s'établir librement chez nous, les citoyens européens sont tout à fait libres de s'installer au-delà de 3 mois, de se fixer librement, etc., sans réclamer le titre de séjour. Eh bien, nous sommes le 13e, le 14e pays d'Europe par l'importance des citoyens européens dans notre migration. Nous n'arrivons pas, les pays qui attirent le plus les Européens, c'est l'Allemagne, c'est Luxembourg, c'est l'Autriche, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, etc. C'est pas nous. Bon.
Et donc, il y aurait un débat, et vous voyez que là je suis très provocateur, je vais terminer là-dessus. Il faudrait plutôt se demander pourquoi nous sommes si peu attractifs. C'est la question que vous allez vous poser. Qui évidemment n'est pas du tout la question qui est posée actuellement dans le débat les métiers en public. tension, par exemple. Alors, les métiers en comment on tension, peut c'est l'interpréter autre chose. Il y a effectivement une demande des employeurs, elle n'est pas toujours formulée officiellement au plus haut sommet des dirigeants des associations professionnelles. On ne formule pas ce genre de demande, mais il y a des secteurs entiers qui sont demandeurs. La FEPEM, par exemple, la Fédération des employeurs prix particuliers, qui sont au CESU, etc., souhaitent qu'il y ait le plus possible de régularisation. Les entreprises de nettoyage ne le souhaitent pas. Dans la restauration, c'est très partagé. Enfin, d'un secteur à l'autre, les attitudes des employeurs sont très différentes. Ce que préparait la loi Darmanin, qui à mon avis était l'aspect intéressant de la loi Darmanin, que la gauche n'a pas toujours comprise à mon avis, et qui a été inspirée largement par l'action de Marilyn Poulain, cette dame de la CGT qui pendant 14 ans s'est intéressée aux sans-papiers et a défendu les sans-papiers avec l'idée qu'il ne faut pas simplement faire des protestations comme ça absolues, mais qu'il faut accepter de négocier avec les préfectures pour obtenir des résultats même partiels. Donc c'est ça qu'elle a fait pendant 14 ans et ça a beaucoup marché. Donc l'idée c'était qu'actuellement dans les métiers en tension, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fameuse circulaire Valls, qui a maintenant 10 ans d'existence, et l'idée, ça aurait été de consolider cette circulaire Valls en l'introduisant dans la loi. Je rappelle un peu ce que c'est. Il y a 10 ans, Manuel Valls, Premier ministre, donc a dicté, lancé cette circulaire. Une circulaire, ça n'a pas une vertu, une force contraignante très forte. C'est une indication au préfet, vous veillerez tout particulièrement à, c'est ce genre de formule. Et ça consiste. Et alors, le Conseil d'État à l'époque, 2 ou 3 ans après le lancement de cette formulaire, avait dit mais c'est très très bien la circulaire Valls, certes ça n'a pas de valeur juridique très forte, certes on ne peut pas se prévaloir de la circulaire Valls devant les tribunaux, quand on veut sauver la situation de quelqu'un, juridiquement ça ne vaut pas. Mais ce qui est quand même bien, parce que ça donne au préfet des critères de régularisation qui sont harmonisés à travers la France. C'est bien pour l'unité de la République qu'il y ait une certaine harmonisation. Alors en fait, ce qu'on observe et que je raconte dans le livre, c'est pas l'égalité dans le territoire. C'est pas du tout le cas. Et une rupture d'égalité entre les territoires qui est terrible, que toutes les associations qui gèrent ce genre de dossier connaissent. Et ce qui est formidable dans la République, c'est qu'on a au moins 3 ou 4 rapports officiels qui décrivent de façon extrêmement crue cette situation. Par exemple, la députée du MoDem, qui au moment de la discussion de la loi de finances sur l'autorisation exceptionnelle de séjour, l'AES, qui est donc ce que la circulaire Valls permet de pratiquer, eh bien, elle découvre que dans certaines préfectures, les dossiers parfaitement constitués pour répondre à ces demandes n'ont toujours pas reçu un début de traitement au bout de 5 ans. Elle s'interroge, elle interroge les employés des préfectures, les responsables des bureaux, etc. Et elle découvre que certains préfets ont dit que on n'a pas les moyens de traiter ces dossiers, priorité doit être donnée au renouvellement des titres de séjour et non pas à l'octroi de régularisation. Et finalement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui, sur les emplois territoriaux de l'État, qui est extraordinaire, qui dit en 10 ans, les préfectures et sous-préfectures ont perdu 14% de leurs postes. Alors la Cour des comptes est un peu hypocrite, parce qu'elle avait participé à ce mouvement il y a une quinzaine d'années. Bon. Mais il y a 14% de postes en moins dans les préfectures et les sous-préfectures, et les plus touchés par ces réductions, c'est les bureaux du séjour, c'est les bureaux de l'asile. Alors, il faut quand même remplir ces fonctions, donc on recrute des vacataires qui tournent, il y a une rotation de la moitié des effectifs chaque année, il faut reformer sans cesse les nouveaux venus à des techniques qui sont extrêmement complexes, puisque justement la législation ne cesse de changer tous les 2 ans. Donc voilà un peu la situation. Donc on sait tout ça, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans le débat sans vote de lancement du projet de loi Darmanin-Dussopt le 6 décembre et le 13 décembre 2022, donc devant l'Assemblée nationale et le Sénat, quand on prend la peine de lire ces déclarations, plusieurs ministres reconnaissent, c'est tout à fait extraordinaire, la défaillance, l'incurie de l'État. Il y a quand même le ministre de l'Intérieur qui à un moment dénonce l'incurie de ses propres services. Et j'avais jamais vu ça. Et qui explique que oui, effectivement, il y a des gens qui devraient obtenir le renouvellement de leur titre de séjour et qui ne peuvent pas,
parce que les rendez-vous sont pris en ligne, que les délais sont dépassés, que l'État n'arrive pas à satisfaire de l'aide, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'il y a des préfets qui finalement ont décidé que ça ne se ferait pas. Voilà. Et donc, alors pourquoi ils décident ça? Certains c'est par idéologie, d'autres c'est faute de moyens, les préfets c'est assez variable. En tout cas, il y a une rupture d'égalité dans les territoires. Et puis l'autre chose que dénonçaient les ministres, c'était que les gens qui, eux, étaient en situation irrégulière, mais travaillaient, avaient même obtenu des diplômes pour certains, quand ils sont jeunes, donnaient satisfaction à leur employeur, donnaient satisfaction à la communauté locale. Eh bien, au bout de 10 ans, par exemple, il n'y avait toujours pas, ou alors au bout de 2 ans ou 3 ans, avec une OQTF qui leur tombait dessus et qui ruinait tous leurs efforts d'intégration, et qui du coup, ça devenait une politique de contre-intégration. Alors, Gérald Darmanin a expliqué qu'il faut respecter le diagnostic légal du préfet, mais évidemment, les avocats qui s'occupent de ces questions-là font valoir que les situations ont évolué et qu'au cours du temps, notamment dans ces âges de la vie, on est très jeune, on peut avoir un diplôme, décrocher un emploi et horreur, fonder une famille, que tout ceci, ça change la situation et que l'intégration se fait au fil du temps. Et j'utilise la formule dans le livre, un petit peu facile, mais pour résumer, que le meilleur juge de l'intégration, c'est pas l'État, c'est le temps. C'est le temps de la diplomation, de la formation de la famille, et qu'il faudrait en tenir compte. Donc l'impuissance à obtenir que les OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, soient exécutées, c'est en partie, je dis en partie seulement, dû au fait qu'une fraction importante de ces OQTF n'ont pas de sens. Et on n'en a pas l'équivalent dans d'autres pays. Si d'autres pays ont des taux d'exécution plus forts, c'est aussi on ne renvoie pas des gens qui sont en train de s'intégrer. Donc voilà un peu les choses que j'aborde. Ce qui me frappe, c'est qu'on a des diagnostics très précis sur la situation de la politique migratoire, mais dans la loi Darmanin, le projet de loi Darmanin, à part les métiers en tension, il n'y a pas de solution à ça. Alors pour les métiers en tension, ce qui est proposé, et ça c'était intéressant, et la gauche a eu beaucoup de mal à analyser ça. Évidemment, elle rejette Darmanin en bloc, etc., ça se comprend, mais l'idée du projet, c'est de faire entrer la circulaire Valls dans la loi. C'est de faire en sorte que la décision et la régularisation ne dépendent plus de l'employeur, ce qui est le cas actuellement. Le premier des 4 dossiers à remplir pour obtenir une autorisation de séjour, c'est l'autorisation de l'employeur. Et avec toutes les données sur l'entreprise. Et que ça ne dépende pas non plus du bon vouloir du préfet, du pouvoir discrétionnaire qui est de plus en plus un pouvoir arbitraire. C'est ça l'intérêt de la partie régulation des métiers en tension. Évidemment, comme ça va de pair avec un durcissement de la répression par ailleurs, on a du mal à voir quelle majorité pour voter les... C'est ça, la question que j'avais envie de vous poser, mais vous ne lisez pas dans le marc de café, je sais, mais comment on va sortir de tout ça? Écoutez, à la fin de mon livre, je dis qu'il n'y a à peu près aucune chance, vu l'état des rapports de force, j'avais anticipé assez bien la situation. Il n'y a à peu près aucune chance d'obtenir une majorité de droite ou une majorité de gauche pour telle ou telle partie de la loi. Et donc, voilà, je disais même que si la loi se fera, elle se fera à droite toute. C'est ce que je dis dans le livre, et manifestement, c'est un peu ce vers quoi on est en train d'aller, puisqu'il y a un marchandage direct entre le ministre de l'Intérieur et Éric Ciotti. Voilà. Vous abordez une autre question qui est une question, alors c'est vrai que c'est le cas de Mayotte. Ah. Oui, alors je consacre 8-9 pages à Mayotte, c'était avant le déclenchement de l'opération Bouchou. J'ai plusieurs chercheurs de mon institut qui travaillent à Mayotte, ils sont 6, ils ont travaillé de longue date. Ils ont étudié notamment les décasages qui existaient déjà, c'est-à-dire les populations qui, de façon spontanée, ça ressemble un peu à des lynchages, organisaient déjà spontanément l'éviction de chasser déjà des personnes de certains bidonvilles. Là encore, je renvoie les documents officiels. Il y a un rapport du Sénat qui est extraordinaire sur Mayotte, qui dit, écoutez, c'est une immigration structurelle. Il y a 70 km entre les deux parties de l'archipel. On a coupé l'archipel en deux. On a c'est les mêmes familles. C'était à l'origine le même milieu. Alors certes,
par les faits, le travail de quelques grandes familles, par la magie du référendum utilisé à plusieurs reprises. Les Mahorais ont vraiment cru sincèrement, je leur en veux pas, je n'en veux à personne dans cette histoire, mais ils ont vraiment cru qu'ils allaient pouvoir s'embarquer sur le paquebot France, larguer les amarres, quitter les Comores et trouver la prospérité. Ben, c'est pas ça qu'ils ont eu, c'est même l'inverse, hein. On a l'envers de la prospérité, on a tous les alliés de la prospérité. Et donc ça a beau être un 101e département français, c'est ça qui est très intéressant, il y a des quantités de dérogations au droit commun. On a un article de la Constitution qui dit qu'on peut traiter de façon particulière les territoires périphériques à cause de leur situation, c'est des dérogations, mais une dérogation ça doit être un détour pour atteindre le même objectif. Quand j'enseigne ça à mes étudiants, je donne toujours l'exemple, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre une grande affiche publicitaire devant un monument historique, mais vous pouvez le faire si la publicité en question contribue à financer la restauration du bâtiment en question. Donc, une dérogation ne doit pas saper le principe général, c'est simplement un détour pour accomplir le principe en question. Hein. Je trouve que c'est un exemple assez éclairant. Mais là, à Mayotte, j'en cite toute une série, il y a des juristes qui ont étudié ça, mais les lois de la République ne sont pas respectées. Et donc on dit, Mayotte c'est la République, Mayotte c'est le 101e département français, mais pour que Mayotte soit vraiment républicain, il ne faut surtout pas appliquer à Mayotte toute une série de dispositifs qui existent en métropole. La Guyane c'est un peu pareil, à Mayotte c'est encore plus fort. Par exemple, voilà, il n'y a pas d'accueil des mineurs non accompagnés. Ils en sont dispensés. Alors c'est la raison pour laquelle des milliers de mineurs non accompagnés errent dans le centre-ville de Mayotte, vivent de rapines, de vols, de violences, etc. Et dans mon avis, il va falloir multiplier le nombre de gendarmes pour régler la situation. Or, il y avait eu un début de négociation avec non seulement Mayotte, mais aussi tout l'environnement, la Réunion, l'île Maurice, etc. Enfin, l'océan Indien n'est pas désert, pour essayer d'établir une sorte d'espace de circulation, de va-et-vient, etc., qui aurait eu un sens. Mais à peine les négociations ont-elles commencé sous Édouard Philippe que les manifestations de rue ont été organisées, les protestations ont été élevées au Parlement, et Édouard Philippe a aussitôt coupé court à la négociation. Donc la solution est compliquée, mais évidemment c'est infiniment plus compliqué que juste décider qu'on va envoyer 500, 1000, maintenant ils sont plus d'un millier, gendarmes ou policiers sur place, ça ne résoudra rien. Et je cite l'apologue des hérissons de Georges Canguilhem. Georges Canguilhem était un grand philosophe des années 50-60, il a écrit un livre sur le milieu de vie, et il a cette phrase, il dit on se demande toujours pourquoi les hérissons s'obstinent à traverser nos routes au péril de leur vie. Ben non, cette question n'a pas de sens. La vraie question, c'est de savoir pourquoi nous, avec nos routes, nous traversons le milieu des hérissons. Bon. Eh bien, les Mahorais, les Comoriens ne migrent pas en allant à Mahore, ils suivent des routes traditionnelles très anciennes, et c'est nous qui avons coupé artificiellement ces routes, qui avons transformé en frères ennemis des membres de la même famille, et un frère ennemi, mais de façon extrêmement dure maintenant, enfin une véritable métier qui a été entretenu, qui a été vraiment creusé par l'État français. Nous sommes responsables aussi de cette atmosphère de guerre civile. Et donc, je raconte comment le Front National récupère tout ça. Je raconte la visite éclair de M. Bardella qui, en une demi-journée de visite à Mayotte, a réussi à visiter le camp de rétention, le commissariat de police du coin, l'association des défenseurs de Mayotte, et a passé aussi à la télévision locale. Il avait tout ça en une demi-journée, et après il s'est envolé à la Réunion. Bon, et leur discours, c'est « Mayotte, c'est l'avenir de la France ». Mayotte, ça préfigure ce que sera la métropole, c'est-à-dire une terre occupée à plus de 50% par des étrangers, avec la guerre civile, etc. Voilà. Bon, non, la situation de Mayotte est tout à fait exceptionnelle. C'est une décolonisation qui n'a jamais été faite. En plus, justement, vous démontrez dans cet ouvrage, enfin, vous montrez comment les populations immigrées s'intègrent à partir des deuxièmes générations. Vous montrez bien ça. Alors, c'est un résultat qui me semble très intéressant, parce qu'évidemment, l'intégration, c'est compliqué, il y a tout le débat avec l'assimilation, voilà. Il ne faut pas confondre les étapes, les premières années, et puis la naturalisation, qui est quelque chose qui survient beaucoup plus tard, 6, 7, 8, 10 ans après.
Et ce qui me frappe, c'est qu'un certain nombre de mesures qui sont préconisées, notamment par la droite sénatoriale, consistent à mettre la barre de l'intégration toujours plus tôt, toujours plus haut, et à faire en sorte que ne soit intégré, enfin, on ne peut entrer que si on est déjà intégré. Et ça met la charrue avant les bœufs, parce que l'intégration, ça se fait au fil du temps. Alors certes, une politique d'intégration, c'est une politique qui accélère le processus d'intégration, c'est quand même ça son objectif. Mais une politique qui accélère le processus d'intégration ne peut pas commencer par dire « soyez intégrés d'abord, promettez, jurez solennellement d'être intégrés ». Nicolas Sarkozy avait fait ça dans un de ses livres de campagne, et comme ça on vous acceptera. Donc actuellement, il faut avoir déjà un niveau de français assez solide dès la fin de la première année pour avoir un titre de séjour durable, c'est ce qui est prévu. Bon, en fait, ce qu'on observe, c'est un résultat que je souligne, que je mets en valeur, qui a été obtenu l'an dernier par l'INSEE et l'INED dans une enquête très importante, Trajectoire et Origine, c'était la deuxième édition de cette enquête, c'est 27 000 personnes, hein, c'est pas un petit sondage, c'est 27 000 personnes, c'est quand même très solide, et issues de l'immigration ou liées à l'immigration d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on observe, c'est qu'en gros, 31% de la population adulte en France est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations. Alors, voyant ça, les journalistes du Figaro a dit, vous vous rendez compte, 31%, mais c'est affreux, mais qu'en sera-t-il dans 20 ans? Où allons-nous? Il faut absolument d'appeler les autorités à une politique plus drastique. Ils n'avaient rien compris, parce qu'en fait, le journaliste du Figaro, pas l'éditorialiste, le journaliste qui lui avait assisté à la conférence de presse de l'INSEE, avait, lui, parfaitement compris. Et que dit l'INSEE? Oui, il y a 31% des gens qui sont liés à l'immigration sur une, deux ou trois générations. C'est-à-dire, sont soit immigrés eux-mêmes, soit enfants d'un ou deux immigrés, soit petits-enfants de 1, 2, 3 ou 4 immigrés. Mais, dans le même temps, la même enquête, les mêmes personnes, n'est-ce pas, la même information, la même source d'information nous dit que seuls 5% de la population adulte française est liée à l'immigration à ses 4 grands-parents immigrés. Et même l'immigration liée au Maghreb, ils ne sont que 20% à avoir leurs 4 grands-parents immigrés. Ça veut dire quoi? C'est pas de contradiction là-dedans, ça veut dire que à la première génération, un peu, à la deuxième génération, beaucoup plus, à la troisième génération, davantage, au fil des unions mixtes, au fil de générations, les populations se brassent et se rapprochent. Elles ne se séparent pas, elles se rapprochent. Ça, c'est une donnée de fait. Hein. Je ne sais pas, quelque chose que je sors de mon chapeau idéologique. Alors certes, il y a des oppositions très fortes là-dessus, il y a un combat culturel à mener, mais en même temps, ça nous incite à nous dire, mais notre définition, notre vision de l'identité, du cœur de l'identité française, va nécessairement changer. Nous avons déjà commencé à le faire, à élargir la notion de l'identité française. Nous savons que des gens qui ont un patronyme arménien, ashkénaze, séfarade, italien, etc., c'est pas pour ça qu'on va nier leur francité, ils sont bel et bien français. Aux États-Unis, il y a un siècle, je cite le grand sociologue américain Charles Bach qui a étudié ça, il y a un siècle, les Juifs, les Irlandais, les catholiques, les Slaves ne faisaient pas partie de l'identité américaine. Aujourd'hui, ils en font partie. Et donc l'idée qu'on définit comme ça par des critères de nationalité et de naissance une population qu'on va regarder dans le projection démographique, comment elle va évoluer numériquement par rapport entre majorité et minorité, ça insulte l'avenir. Ça fige des définitions qui en réalité ont fortement changé depuis un siècle et qui continueront de changer. Donc oui, maintenant, Rima Abdul Malak, elle a beau avoir un nom tout ce qui est de plus arabe, personne ne va nier sa francité. Pape Ndiaye, idem, bon, malgré toutes les attaques dont il est l'objet. Alors certes, il y a des combats culturels, des combats, on l'a vu d'arrière-garde pour lutter contre ça, pour essayer de figer une définition d'identité française qui était celle il y a 100 ans, mais la réalité des choses, et ça c'est le fait que nous allons quand même dans une autre direction. Objectivement, nous allons dans une autre direction, qui est un élargissement de la notion même de l'identité de la France. Effectivement, on pourrait citer même Jordan Bardella et M. Lopez. Oui, ou Éric Ciotti. Voilà. Il y avait Sarkozy, il y avait... non. Ce qui veut dire, et vous le dites dans cet ouvrage, et c'est un peu une leçon qu'on peut tirer de cette lecture aussi, c'est par rapport à tous les débats sur la question migratoire,
D'une part, je pense que vous êtes quelqu'un, je dirais, qui est un régulateur en quelque sorte. Vous n'êtes pas comme Madame Vitol de Wendel, qui, par exemple, vous n'êtes pas no-border, comme on dit. Parce que ça renvoie à la question des frontières. L'immigration, c'est la question des frontières. Elle milite pour un droit universel à la mobilité. Je pense que le problème d'un tel engagement, que je respecte tout à fait, et ça peut-être à des constances depuis des années, donc, mais ça met en cause quand même l'existence de l'État. Et l'État est malgré tout nécessaire pour appliquer le droit international. Il y a le principe de subsidiarité qui fait que le droit international il est certes activé par la Convention européenne des droits de l'homme, mais uniquement après épuisement des voies de recours devant la justice de son pays, et quand même dans l'immense majorité des cas, c'est d'abord le pays qui doit activer ses droits, et puis si jamais la Cour européenne des droits de l'homme dit vos droits ont été bafoués par rapport à telle ou telle liberté fondamentale, à ce moment-là, le pays qui a souverainement ratifier la Convention européenne des droits de l'homme qui lui retire une part de sa souveraineté, voilà, est-ce que c'est vraiment si difficile à comprendre, eh bien, doit restituer la personne dans ses droits. C'est ça la garantie collective de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est une invention extraordinaire. Donc, mais nous avons accepté d'être liés par ça. Nous sommes à la fois citoyens français, citoyens européens, et en même temps, cette adhésion aux droits de l'homme, elle a une signification profonde. Elle signifie que la démocratie, c'est pas uniquement la loi du plus grand nombre. C'est pas la loi de l'opinion, c'est pas la démocratie d'opinion, que c'est le couplage de deux choses. C'est le couplage du principe majoritaire et de l'affirmation des droits qui permet notamment de protéger les minorités. Qui permet, voilà, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, de dire aux Polonais, au gouvernement polonais, écoutez, c'est pas parce que le président de la Cour suprême de votre pays ne vous plaît pas que vous pouvez comme ça changer la loi et supprimer l'indépendance de votre Cour suprême. Et là, la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, a une fonction de protection par rapport à nous. Je rappelle que lorsqu'il y a eu les débats sur Charlie Hebdo, les procès sur Charlie Hebdo, les principes de liberté d'expression qui ont été manifestés et réappliqués par les tribunaux français, c'était la reproduction littérale des textes, des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression. Et Jean-Marc Sauvé, qui était président du Conseil d'État pendant 8 ans, à la fin de son mandat, a donné une grande interview au Monde en disant écoutez, il y a à peu près un quart des décisions du Conseil d'État qui cite la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc les gens qui disent il faut s'en retirer. On va renégocier les articles de façon à ce que ça nous plaise. Là encore, c'est quand même irréaliste. Nous sommes parmi les pays fondateurs. Nous avons la Cour sur notre sol, en plus. Nous avons hébergé la Cour européenne des droits de l'homme. Et détruire comme ça des décennies de jurisprudence, de construction jurisprudentielle, comme ça, parce qu'on ne s'est débarrassé de... Ça n'a pas tellement de sens. Et c'est un aspect du livre auquel je me suis beaucoup attaché. Il y a du fact-checking statistique, si vous voulez, aussi clair que possible. Je vous remercie d'avoir insisté sur l'effort d'écriture que j'ai accompli. Mais il y a aussi un fact-checking juridique, j'ai envie de dire, consistant à dire, par exemple, quand on raconte que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme nous oblige automatiquement, c'est la formule qui a été donnée par Éric Ciotti dans une déclaration récente, nous oblige automatiquement à accepter le regroupement familial. Mais c'est complètement faux. Vous lisez l'article 8, vous lisez le mode d'emploi de l'article 8 qui est régulièrement mis à jour par les greffiers de la Cour de Strasbourg, c'est sur Internet. À chaque fois que je rencontre des politiques, je leur dis, vous savez, il y a un mode d'emploi de l'article 8. Allez regarder sur le site. Quand vous regardez ça, vous apercevez qu'il y a 2 alinéas. Il y a la consécration du principe que oui, chacun a droit à mener une vie familiale normale. Et puis il y a 2, des dérogations accordées aux États pour des raisons d'ordre public, de santé publique, de tout ce que vous voulez, presque indéfinies, et qui fait qu'en réalité, toute la jurisprudence de la Cour européenne accorde aux États une marge d'appréciation, comme on dit, considérable. Donc l'idée qu'il y a un gouvernement des juges européens qui nous contraint à faire ce que nous ne voulons pas faire en matière d'immigration est faux. Il y a simplement le principe que, oui, si au bout d'un certain nombre d'années, tous vos intérêts sont maintenant en France, vous n'avez plus d'enfants au pays d'origine, vous travaillez, vous
remplissez des dossiers qui attestent la continuité de votre insertion dans le tissu social français, le tissu économique. Vous avez des preuves de présence, comme ça s'appelle, qui sont médicales, professionnelles, éducatives, associatives, etc. Que tout ça c'est dans le dossier. Alors oui, il devient disproportionné de vous refuser le titre de séjour, et c'est ça que la jurisprudence de la Cour européenne dit. Mais c'est le préfet, assisté par une commission dont les avis ne sont même pas capables de le lier, enfin, il n'est pas lié par ses décisions, c'est le préfet qui décide si oui ou non on va appliquer. Donc là encore, une lecture souverainiste, mais bêtement souverainiste. Je veux dire, je cite Pierre-Henri Tedgen, on parle de la panthéonisation en ce moment, mais franchement, Pierre-Henri Tedgen mériterait d'être panthéonisé au même titre que René Cassin. Il est à la Convention européenne des droits de l'homme, ce que René Cassin est à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un trajet incroyable, arrêté par la Gestapo, rallié à De Gaulle très tôt, Premier ministre de la Justice de Gaulle, et il est le secrétaire en 1948 de ce qui sera le futur Conseil de l'Europe, et c'est lui qui imagine le principe de la garantie collective. Il ne suffit plus d'afficher des déclarations des droits de l'homme dans les mairies comme le faisaient les révolutionnaires, il ne suffit plus de faire de grandes déclarations comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est simplement un texte au journal officiel, mais qui n'a aucune valeur contraignante. Il faut qu'il y ait une garantie collective. Si vos droits sont bafoués, si vous arrivez à le démontrer après épuisement des voies de recours nationales, alors tout pays qui a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, après le jugement de la Cour, doit rétablir la personne dans ses droits. C'est une obligation mutuelle, c'est un système extraordinaire qui a été révolutionnaire en son temps, qu'on ne peut pas abattre comme ça. Vous voyez, ce qui me frappe, je dis fact-checking juridique, c'est l'extraordinaire amateurisme d'un certain nombre de discours qui sont liés à ce que je dis, ils sont dans leur surenchère mutuelle, ils ne regardent plus les textes. Au fond, ils ne savaient pas lire. Je ne sais pas comment... alors, je m'adresse parfois à leurs conseillers, je leur dis, vous savez, il y a un mode d'emploi de l'article 8 qui est en circulation, qui est mis à jour tous les mois sur Internet, et qui montre très bien qu'il n'y a aucune contrainte automatique qui s'exerce sur la France par vous voyez, donc c'est pour ça que alors nous avons des juristes dans l'institut que je dirige, que je consulte, et je crois que c'est important qu'on travaille sur les deux jambes, le côté ordre de grandeur et le côté mécanisme juridique. Et Tedgen disait qu'il y a deux types de souveraineté. Il y a une souveraineté frileuse, qui nous recroqueville sur nous-mêmes, et puis il y a une souveraineté courageuse qui nous permet de nous hausser à la hauteur de la souveraineté européenne et d'être agissant à ce niveau-là aussi. Avant peut-être de laisser la parole à l'auditoire, la dernière peut-être question que je vous poserai, c'est au fond l'immigration, il va falloir faire avec. Alors c'était le titre de mon essai précédent, avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. Bon. Et alors des gens j'avais dit que l'immigration, ça n'a pas de sens d'être pour ou contre, et il faut faire avec. Alors bon, il y a quand même une régulation à avoir, il y a quand même des actions à avoir en amont sur les sources des conflits, enfin, il y a tout ça ne dépend pas uniquement du ministère de l'Intérieur. Et quand on parle du régalien, on se gargarise du régalien, ça fait très chier que le régalien c'est souvent simplement la police des étrangers. Ça doit être les droits des étrangers, mais souvent ça se réduit à la police des étrangers. Mais il y a aussi les relations internationales. Là on parle de renégocier un accord bilatéral avec les Algériens, on va rouler les mécaniques, mais oui, mais un accord bilatéral c'est bizarre, mais il faut être deux pour le faire. L'immigration internationale, c'est un phénomène international. Et donc si le pays en question n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc il y a aussi la réalité des relations internationales. Mon intitulé est réaliste. C'est pour ça que je renverse à la fin le rapport qu'on fait régulièrement. On dit, oh, les chercheurs, ils sont dans leur tour d'ivoire, sur leur nuage, etc., dans leur idéologie. Et puis nous, les politiques, on a l'éthique de responsabilité, on réfléchit aux conséquences, etc., on est sur le terrain, on a les mains dans le cambouis, etc. Mais souvent, je m'aperçois que la relation s'inverse complètement, et que les politiques pris dans leur surenchère pour la lutte pour le pouvoir décollent complètement de la réalité, et que ce sont les chercheurs qui, en faisant des observations de longue durée, en brassant les données, en faisant des comparaisons internationales, ce qui est essentiel, eh bien, ont une vision des choses beaucoup plus réaliste. Et si les politiques ne consultent pas plus souvent les chercheurs, c'est justement parce que nous sommes parfois beaucoup plus réalistes que Bien.
Bien, la parole. Alors, nous devrons arrêter impérativement autour de 19h15, 19h20, parce qu'ensuite François Héran a un avion à reprendre. Donc, je vous demanderai, vous êtes nombreux, c'est une bonne idée d'être nombreux. Je vous demanderai des questions brèves, concises et précises. Vous levez la main et je vous amène le micro. Bonjour, bonsoir et merci pour votre exposé. En 2006, nous avons eu le plaisir avec Sarkozy de la création d'un centre de rétention à Cornebarieux, donc qui referme régulièrement des centaines de personnes pour leur expulsion. Autour de ce centre s'est créée une association, le Cercle des voisins, qui continue à fonctionner, qui suit régulièrement les séances du tribunal. Tout le monde peut y aller au tribunal. Le juge de liberté de la détention statue tous les jours et c'est souvent des situations assez ubuesques, on va dire. Au-delà de ça, on mène quelques actions et parmi nos actions, on a créé une banderole qu'on utilise quelquefois qui dit « Non aux frontières qui tuent ». Or, la réalité, elle est quand même bien là. Les frontières qui tuent, on en a l'illustration avec le démantèlement de l'URSS et qui se traduit par la guerre en Ukraine aujourd'hui. C'est fondamentalement un problème de destruction, de création de frontières là où il y a un seul pays. On en a l'illustration avec l'Europe forteresse, avec Frontex, qui est de plus en plus un corps militaire de garde frontière. On en a encore une fois, puisque vous en avez parlé aussi, l'illustration à Mayotte, où on a créé une frontière arbitrairement. Une frontière qui n'est pas, frontière qui n'est pas reconnue par l'ONU par ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'était mon commentaire sur les frontières qui pose la question effectivement de la libre circulation. Voilà. Merci. Allez-y. Oui, je peux répondre tout de suite. Les frontières sont des espèces de membranes qui permettent à la fois de filtrer et de faire passer. Il y a une double fonction. Voilà. C'est un peu compliqué. Qu'il y ait des frontières pour des raisons de sécurité avec un contrôle juridique proportionné, moi ça me semble tout à fait normal, je ne suis pas contre. Mais vous avez tout à fait raison, le fait qu'on n'accorde pas suffisamment de voies légales d'accès aux migrants, aux demandeurs d'asile, le fait qu'il y a un chiffre noir de la demande d'asile considérable, puisqu'il y a un grand nombre de personnes ne peuvent même pas venir déposer leur demande d'asile. Donc, plus on durcit les frontières, plus effectivement on favorise le marché du passage et on enrichit les passeurs. Voilà, c'est un peu ça le problème. Alors évidemment, dans tous ces débats, il y a des causalités très rapides. Voilà, l'Europe tue, mais on a aussi dit qu'à propos de l'histoire d'Annecy, que la politique migratoire tuait. Toutes ces causalités directes n'ont pas de sens. Je pense que les débats sont beaucoup plus compliqués que ça. Il faut essayer de s'abstenir, de pousser le curseur à fond dans un bout, c'est tellement plus facile. Il faut quand même le placer quelque part entre les deux extrêmes. Donc je pense que les États existent, et si on supprime les frontières, on supprime l'État. Mais à ce moment-là, on oublie le fait que, et beaucoup de chercheurs ont insisté là-dessus, y compris Catherine Wittol-Lewenden, sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de frontières intérieures. Il y a l'accès au marché du travail, il y a l'accès à la protection sociale, il faut savoir que dans notre droit, beaucoup de droits sont accordés aux personnes qui sont en résidence régulière et pas en fonction de la nationalité. On s'imagine toujours que la nationalité serait le critère ultime pour accorder des droits, mais en réalité, de très longue date, en France, c'était le critère de la résidence régulière qui permettait d'avoir des droits. Et encore aujourd'hui, l'accès à la protection sociale n'est pas défini par un critère de nationalité, mais par un critère de résidence régulière. Et donc, l'idée de résidence régulière, il faut quand même qu'elle existe. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse la supprimer radicalement. Voilà un peu mon... Mais c'est un débat qui n'est pas facile, sur lequel il est tellement plus facile d'avoir des positions extrêmes en poussant le curseur. Alors, attendez. Alors, le sujet m'intéresse beaucoup, donc j'ai pas mal de connaissances. J'ai fait du bénévolat
notamment pour les migrants qui venaient de Calais. Bon, j'arrête là parce qu'il faut être bref. Donc, manque de moyens de l'OFI, manque de moyens de l'OFPRA, manque de moyens de la CNDA, manque de moyens aussi pour l'accueil des migrants. Didier Lesky, qui dirige l'OFI, dans un livre qui s'appelle Le Grand Changement, dit qu'on a un hébergement pour un demandeur d'asile sur 2. Quand j'ai donné les cours de français, j'ai vu le niveau qu'on propose à celui qui obtient le titre de séjour, sans parler de la, comment on appelle ça, de la protection subsidiaire. C'est pas les mêmes démarches. On voit qu'il y a un manque de moyens. Aujourd'hui, il y en a qui obtiennent le titre de séjour, ils n'arrivent pas. Donc ma question en lien avec un hébergement sur 2, et ça je ne trouve pas les réponses, combien on peut en accueillir? Voilà. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer, conceptuellement, c'est très important d'être capable de distinguer deux notions de la capacité d'accueil. J'ai utilisé les capacités d'accueil structurelles, c'est-à-dire vu notre population, vu notre richesse, on pourrait aussi dire vu l'étendue du territoire, on pourrait dire vu l'emploi qui existe, voilà. Vu ceci, quelle est la part que nous avons prise par rapport aux autres pays européens, sachant que cette réunion de pays rassemble des pays qui ont des tailles très différentes, des richesses très différentes, etc. Et donc, il y a des capacités d'accueil structurelles qui sont liées à notre population et à notre richesse. C'est d'ailleurs le critère qu'utilise l'État lui-même pour répartir les demandeurs d'asile à travers les régions. C'est en fonction de la population, de la richesse des régions qu'on répartit les demandeurs d'asile, le fameux schéma de répartition nationale ou d'orientation, comme on dit maintenant. C'est le schéma que le plan Juncker avait essayé d'appliquer en vain, toujours avec les mêmes clés de répartition. Et c'est encore ce que le pacte européen proposait tout récemment, essaie de faire, de répartir équitablement la charge de l'accueil en fonction de ces critères simples qui sont les capacités d'accueil que j'appelle structurelles. Après, il y a les autres capacités d'accueil, notamment les moyens que chaque pays décide de consacrer à l'hébergement, à l'enseignement des langues, etc. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de la politique migratoire, elle se fait à Bercy. Il faut regarder dans tous les pays européens, et c'est un travail assez compliqué à faire, toutes les lois de finances de tous les pays européens, et regarder quels sont les moyens consacrés à tous ces organismes que vous avez cités, l'équivalent de l'OFI, de l'OFPRA, des bureaux dédiés, des préfectures, etc. Eh bien, c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Pendant longtemps, c'est toujours le cas. L'Italie et l'Espagne, qui étaient longtemps des pays d'émigration, qui n'avaient pas du tout de tradition d'accueil des exilés. Nous, on accueille des exilés depuis le 19e siècle. Et l'Espagne et l'Italie étaient pourvoyeurs d'exilés, envoyés des terres voilà. Et donc, du coup, ils n'ont pas de tradition administrative, ils ne sont pas équipés administrativement pour traiter la demande d'asile. Pendant des années en Espagne, il n'y avait que 135 personnes pour traiter toute la demande d'asile qui arrivait en Espagne. Alors, évidemment, les gens faisaient des files d'attente énormes, le ministère a décidé de doubler les effectifs, ce qui était encore très faible, et donc il ne faut pas s'étonner que beaucoup de gens, n'étant pas accueillis en Espagne, arrivent en France, et si jamais on apprend qu'ils avaient été en Espagne, ils se font dublinés, etc. Bon. Donc, oui, ça, ce sont des moyens qui dépendent d'une politique. C'est une construction sociale et politique, ces moyens-là. Ils ne sont pas structurels, ils sont politiques ou sociaux. Et donc, souvent on me demandait, quand je dirigeais l'Institut d'études démographiques, ce directeur, quelle est la quantité de migrants que la France pourrait objectivement accueillir? C'est une question politique, ce n'est pas une question objective. Ça dépend. Il y a la partie structurelle des capacités d'accueil, mais une fois pris en compte ces capacités-là, il faut maintenant, c'est aux politiques de décider. Et c'est vrai que nos moyens administratifs sont sous-dimensionnés. Je rappelle que les Allemands ont enregistré 18 fois plus de demandes de Syriens que nous. 18 fois plus. Donc, ils se sont donnés, ils ont eu du mal, malgré leur organisation fédérale, malgré leur clé de répartition déjà au point depuis les années 90, ils ont eu du mal, effectivement, à établir ça. Mais ça, ce sont des capacités qui ne sont pas objectives. Je ne vais pas, moi, dire scientifiquement, du haut de ma science souveraine, la France, elle ne peut pas accueillir plus de tant de personnes. Et quand vous regardez le pourcentage d'immigrés qu'il y a dans tous les pays du monde, mais simplement déjà en Europe, ou le pourcentage de demandes d'asile, le volume relatif de demandeurs d'asile qu'on a accueillis, c'est extraordinairement variable. Entre la Pologne et la Suède, dans les années 2015-2020, ça a varié de 1 à 700.
vous ne pouvez pas. Voilà, il y a des pays comme les pays du Golfe où il y a 80-90% d'immigrés. Et il y a des pays où vous avez seulement 1 ou 2% d'immigrés. Donc, au vu de ce tableau, vous ne pouvez pas déduire qu'il y aurait un pourcentage qui correspondrait à la capacité d'accueil objective, scientifiquement déterminable d'un pays. Ça n'existe pas. C'est une décision politique que doit prendre chaque pays de dire est-ce que oui ou non il va prendre sa part de l'accueil des capacités structurelles ou pas. Et bien, pour l'instant, nous n'avons pas pris la décision de prendre réellement notre part par rapport à ce que nous pourrions faire. Bonsoir et merci de toutes les idées que vous nous apportez. C'est très objective et intéressante. Deux questions. Une, par rapport à la politique du logement, j'ai entendu, puisqu'on parle des réfugiés, c'est la journée mondiale des réfugiés aujourd'hui, il y a eu des discussions intéressantes, que la politique liée à l'urbanisation, dans le nouveau PLU qui sont en discussion, avec la réduction des terres urbanisables, risquait de mettre sur le marché moins de logements et que les migrants ne pourraient pas être logés. C'est assez incroyable. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez de la politique urbaniste liée en relation avec les questions de migration? Et deuxièmement, est-ce que le grand remplacement, dont certains politiques et certains romanciers se sont emparés, est en marche? Est-ce qu'il est pour... est-ce que vous le voyez venir pour quand? Merci. Alors, j'ai déjà répondu à la question sur le grand remplacement, puisque la théorie du grand remplacement, elle repose sur l'idée qu'il y a une définition figée de la majorité, qu'il y a une définition figée de la minorité, et que maintenant il va falloir scruter d'année en année le rapport numérique entre les deux, se pencher sur les berceaux et voir quelle est l'origine des bébés, etc. Bon, c'est ce que font toute une série de gens. Donc il y a l'aspect quantitatif, n'est-ce pas, dans la théorie du grand remplacement. Il y a l'aspect qualitatif consistant à dire c'est un changement de civilisation, l'islam va remplacer la chrétienté. Et puis il y a un autre aspect qui est également très présent, qui est le troisième étage de cette fusée, qui consiste à dire tout ça c'est voulu. Il y a des élites mondialisées qui logent à Bruxelles, à New York, etc. et qui veulent dissoudre les identités nationales dans un grand machin cosmopolite, etc. Donc les trois étages existent, quantitatif, qualitatif et complotiste. Ça c'est vraiment très frappant. Marine Le Pen partage les trois aspects. Hein. Qu'elle utilise ou pas la formule grand remplacement elle-même, c'est totalement secondaire. Les journalistes se sont répandus sur son savoir. Ben non, elle n'adhère pas à la théorie du grand remplacement, elle n'a jamais utilisé la formule. Ben, ça c'est parce qu'elle ne veut pas reprendre un label qui a déjà été créé par ailleurs, mais quand on regarde les trois étages de la théorie du grand remplacement, elle les partage, elle adhère aux trois. Je pense que justement, avec que l'immigration dilate les dimensions de la société française, nous oblige à redéfinir le noyau de notre identité, de la même façon que les Juifs, les Arméniens, et les Espagnols, qui autrefois n'étaient pas des catholiques, hein, mais qui étaient des rouges, des républicains, des gens très menaçants, que nous avons été capables de les intégrer. Ça a été compliqué, ça a été lourd, et les Juifs ont subi la persécution, on peut quand même rappeler tout ça. Mais malgré tout, nous avons été capables de les intégrer finalement dans une définition même de la francité. Le processus doit continuer, et ce processus-là, s'il continue, ruine totalement le fondement même de la thèse du grand remplacement. Le logement, bon, c'est compliqué l'affaire du logement. On constate qu'effectivement les immigrés ont tendance à se concentrer fortement. L'OCDE a publié en novembre 2021 une grande étude sur la concentration géographique ou la ségrégation géographique. Elle est en France à peu près du même ordre que ce qu'on constate partout pour les immigrés dans les autres pays européens. On n'est pas du tout une exception. Ils ont tendance à venir dans des zones qui autrefois étaient riches en emploi mais qui ne le sont plus. Ils viennent dans des zones où il y a leurs compatriotes parce que ça allège le coût de l'accueil dans un premier temps, mais effectivement ça peut être un piège si on ne s'émancipe pas. Et puis il y a effectivement la question du logement, le marché du logement qui est donc trois facteurs d'attraction pour les zones, hein, présence de la diaspora, richesse en emploi et le marché du logement. Bon. On constate dans les enquêtes qu'à la seconde génération, il y a une tendance quand même assez marquée des enfants nés en France de parents immigrés à quitter les zones en question. C'est un mouvement qui est assez sensible, donc il y a un desserrement. Après, quelle est la politique du logement qu'il faudrait mener? Certainement pas contraignante, mais peut-être incitative, pour effectivement que les personnes se répandent un peu à travers le territoire et aient une mobilité
voilà, un peu analogue à celle ce qu'on constate aux États-Unis. La mobilité des personnes est à peu près le double de ce qu'elle est en France, sauf pour les Noirs américains, hein, mais tous les immigrés, voilà, il n'y a plus d'Italiens dans la petite Italie, il y a très peu de Russes dans la petite Russie, etc. Hein. Tout ça, c'est dilué au bout de 2 ou 3 générations. On a des phénomènes de ce genre, mais pas aussi rapides. Et ça, c'est encore des objets de recherche, hein, plutôt que des objets de polémique. Moi, j'avais une question sur la démarche scientifique. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre une distance justement scientifique face à un objet aussi médiatique? Et est-ce que vous avez pu avoir des limites justement en vue de cette forte médiatisation pour vos études? Écoutez, j'ai publié il y a 2 semaines dans la revue Les sciences humaines et sociales du CNRS un article sur l'engagement du chercheur. Quand j'étais, il y a quelques années, que je pensais qu'on pouvait... On vous tend le micro, voilà. Je pensais qu'au fond, le statisticien ou le chercheur pouvait en quelque sorte élaborer de données, puis les déposer au carrefour public en quelque sorte, et à chaque aux acteurs de s'en emparer. Et donc, ma tâche consistait simplement à alimenter le débat, à nourrir le débat sans le trancher. Je crois que c'est un peu naïf parce que nous sommes à l'ère où maintenant il y a 2 forces de sens contraire. Il y a les fake news, c'est quand même un mouvement extrêmement puissant, et puis il y a le fact-checking, qui est un mouvement de sens contraire. Quand un responsable politique nous dit « la France est le championne d'Europe de la demande d'asile », là, je ne peux pas me contenter de produire des données et de dire à chacun de s'en emparer et de voir ce que ça donne. Non, je dois intervenir, je me fais un devoir d'intervenir dans l'arène, et dans cette arène, ferraille toutes sortes de gens, hein, des journalistes, des essayistes, des politiques, des associations, il y a même des chercheurs. Bon, donc, oui, il faut bien à un certain moment descendre dans l'arène et essayer d'avoir une voix qui porte. C'est ce que j'essaie de faire, hein, en écrivant des livres ou en acceptant certains passages médiatiques qui ne sont pas toujours très agréables, mais voilà, je pense qu'il y a un interventionnisme maintenant dans la période où nous sommes, qui l'engagement, c'est justement parce qu'on est capable de construire des données solides, comparatives, dans le temps, dans l'espace, etc., que l'on peut mieux s'engager. Hein. C'est pas contraire à l'engagement, je pense que ça nourrit l'engagement et que l'engagement doit être utile aux citoyens. Et je précise que ce fact-checking, c'est pas simplement statistique ou démographique, mais aussi juridique, par exemple, ou politique, et peut-être même moral. C'est un peu toutes ces dimensions-là qui, finalement, on finit inexorablement par importer. Oui, je souscris complètement à l'idée du fact-checking juridique, parce qu'effectivement, on peut être atterré par certaines réactions de journalistes ou de politiques sur les réalités juridiques qui nous gouvernent. Et vous avez parlé de la Convention européenne des droits de l'homme, mais d'une façon plus générale, c'est vrai que le sort réservé aux migrants porte atteinte très gravement à leurs droits fondamentaux, et de ce fait, ces atteintes aux droits fondamentaux qu'on laisse passer comme ça, sont une atteinte à l'état de droit qui, me semble-t-il, nous menace tous. Donc il y a une question qui porte beaucoup. Moi, ma question, elle était la suivante. On entend beaucoup dans le débat public qu'on ne peut pas accueillir les migrants parce qu'on ne peut pas les intégrer. Et il me semble qu'en fait, on confond 2 questions. On confond la question de l'intégration des personnes, et là, on parle finalement de la population d'origine migrée, quelquefois à 1, 2 ou 3 ou 4 générations, que pour des multiples raisons de travail, de logement, de post-colonialisme, etc., ont été concentrés dans des ghettos, et on met ça en avant pour dire, mais vous voyez, on ne peut pas accueillir de nouveaux migrants, et là j'utilise le participe présent volontairement, alors qu'en réalité l'accueil des migrants pose des questions spécifiques qui sont effectivement comment on respecte leurs droits élémentaires le temps qu'ils fassent leur demande de séjour, pour autant qu'on pense qu'effectivement il faut qu'il y ait une autorisation de séjour régulier pour une intégration dans la société française qui ensuite se fera. Les conditions d'accueil étant une condition première d'une intégration réussie ensuite, alors qu'au contraire un accueil détestable crée des ghettos qui ne va pas faciliter l'intégration plus tard, et au contraire risque de créer de la violence, etc., ce qu'on voit aujourd'hui. Donc effectivement, ma question elle porte là-dessus, comment dans le débat public arriver à distinguer ces 2 questions qui sont
Et ces deux étapes, qui sont l'accueil d'une part, qui a ses besoins propres, et puis qui sont l'intégration d'autre part. Alors, il y a une très bonne enquête à ce sujet, c'est l'enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, enquête qui est menée par 3 chercheurs de Sciences Po, Londin Meyer, Vincent Hiver, une troisième, et Tommaso Vitale. Et donc, ce qui apparaît dans cette enquête, c'est que, en fait, et dans d'autres enquêtes aussi, comme l'enquête trajectoire d'origine, dans laquelle la plupart des immigrés se sentent français, se sentent intégrés, mais ils ont le sentiment que les autres ne les considèrent pas comme français. C'est ce qu'on appelle le déni de francité. Il y a une vérification expérimentale extraordinaire de ça, c'est que les enfants des Domiens, les enfants nés en France, de personnes qui sont nées dans les DOM, dans les Antilles, sont 27% à dire « je suis français, nous sommes français depuis des générations, mais j'ai le sentiment que les autres ne me traitent pas en français ». Et quand on regarde comment ces chiffres varient en fonction de l'origine, c'est très nettement la couleur de la peau. C'est un gradient racial, évidemment, c'est le racisme qui interfère. Donc, et là, je pense que il y a la lutte contre les discriminations raciales, quelque chose de très important. Je rappelle quand même les données fondamentales. Elles ont été menées par des testings massifs. On envoie des milliers de CV fictifs à des centaines d'employeurs réels et on compare des jumeaux, des CV où seul varie une allusion, un patronyme, un lieu de naissance, etc., qui fait référence ou pas à une origine maghrébine ou une origine subsaharienne. Et là, les résultats, d'ailleurs, c'est à peu près la même chose dans tous les pays d'Europe, c'est les mêmes ordres de grandeur, aux États-Unis aussi. Si vous avez le malheur d'avoir un signe d'appartenance à ces pays, régions-là du monde, eh bien, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche, quand vous envoyez une lettre de candidature, on répondait, sont divisées par 2. À diplôme égal. C'est ça qu'il faut vraiment. La discrimination, c'est à diplôme égal, à compétence égale. Vos chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par 2. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées chaque année. Et là, on ne peut pas dire qu'on ait une grande campagne de lutte contre les discriminations à ce sujet. La défenseur des droits fait vraiment son maximum, elle se démène avec une énergie absolument incroyable, mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle soit très, très entendue, elle n'a pas beaucoup de pouvoir exécutif, là vous savez bien, donc elle a succédé, elle a absorbé la HALD, que dirigeait Louis Schweitzer autrefois. Bon, donc on n'a pas de discours officiel vraiment très fort sur la lutte contre les discriminations. C'est pas Marlène Schiappa qui va traiter le problème, qui l'a traité. Bon, enfin, je n'insiste pas. Et donc on manque là Mais de la même façon, il n'y a pas dans le discours public une expression ministérielle ou encore moins présidentielle qui dirait quelque chose de positif sur l'immigration. C'est toujours, ce sont des gens dont il faut se protéger. Et donc du coup, quand par exemple l'OCDE calcule que le coût de l'immigration pour le budget public est neutre, c'est pas, on n'y fait pas écho dans les discours publics. Quand on raconte qu'effectivement, il y a, au fil des générations, les populations se rapprochent et non pas se séparent, il n'y a pas de discours ministériel. Or, l'enquête trajectoire et origine, elle a été co-construite par l'INSEE et l'INAD, et l'INSEE, c'est une des directions du ministère des Finances. Je n'ai pas entendu le ministre des Finances, le président de la République, saluer les résultats de cette enquête, qui sont quand même extraordinaires, qui jettent une lumière formidable sur l'évolution de l'immigration. Donc on a dans le débat public, on est un peu tétanisé par les discours effectivement de la droite extrême ou extrémisée, et pour l'instant effectivement peu de voix se font entendre là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que les chercheurs, j'insiste, ont une vision beaucoup plus réaliste des choses que les politiques. Voilà. Vous n'oubliez pas l'heure. Dernière question, peut-être parce que j'ai un rendez-vous important demain matin et il faut que j'y sois, sinon j'aurais passé la nuit ici, mais je ne pouvais pas. Merci pour votre travail, un engagement qui est très utile pour nous, défenseurs des droits humains, défenseurs des droits des étrangers. Alors une question très très rapide, éloigner, contraindre les étrangers en situation irrégulière en France à quitter le pays, c'est impossible.
les étrangers en situation irrégulière en France sont, selon les calculs, c'est pas très bien en fait, entre 300 et 700 000. C'est imbécile, puisqu'en fait, ils contribuent à l'économie. Un grand nombre d'entre eux travaillent soit au noir, soit déclarés, tout en étant en situation irrégulière. Donc ils contribuent à la richesse publique, ils abondent les caisses de sécurité sociale. Alors la question que je me pose et que je vous pose, est-ce que les hommes politiques de droite et d'extrême droite qui prônent cet éloignement sont des imbéciles? Car en fait, ils savent eux que ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui les meut? Oui. Je pense qu'il faut avoir des mots forts. Non, mais la tentation est grande, et moi-même j'ai du mal à y résister, mais vraiment je résiste. La tentation est grande face à des discours de genre de pratiquer le jugement de folie ou le jugement de bêtise. C'est insensé, c'est bête, etc. Mais c'est pas comme ça que vous allez les réputer, et ils vont aussitôt dire que vous méprisez le peuple, vous méprisez l'opinion publique, etc. Donc je pense que il y a tout le problème de la philosophie actuelle qu'on essaie de vendre, qui est la philosophie de zéro régularisation. On a compris, Ciotti lui-même le dit, que zéro immigration, c'est pas réaliste. C'était le slogan de Pasqua autrefois, en 1993, mais ça n'est pas réaliste. Mais ils ont leur doctrine qui est zéro régularisation. Alors c'est vrai que la lutte contre l'immigration irrégulière, d'après le Conseil constitutionnel, c'est un objectif de préservation de l'ordre public et une valeur constitutionnelle. C'est ça le statut de la lutte contre l'immigration régulière. Et c'est ce qui est opposé régulièrement à ceux qui voudraient dire que finalement il n'y a pas de... Or, le problème, c'est que si vous pratiquez une politique zéro régularisation, vous allez gonfler le nombre des irréguliers dans le pays. Ils sont entre 500 000 et 700 000, hein, c'est plutôt ça, les 300 000, c'était la ME il y a 10 ans. Hein. Donc, voilà. Et on peut arriver à une situation qui est celle des États-Unis, où la dernière régularisation date de Reagan, 1986, 10 millions de personnes régularisées d'un coup, hein, sans que c'est créé d'appel d'air dans les années suivantes d'ailleurs. Hein, c'est un exemple très intéressant. Mais il y a une population, donc il est aussi, tout aussi contraire à l'ordre public d'avoir parmi nous, dans nos cuisines, dans nos bureaux, dans nos champs, etc., toute une population sans statut qui néanmoins travaille et dont nous exploitons le travail. Donc là, il y a une formidable hypocrisie. Donc je pense qu'il faut régulariser d'une façon ou d'une autre. Moi, j'invite la gauche à essayer de participer activement au mouvement de régularisation et qui permettrait effectivement de faire entrer dans la loi des critères de régularisation. Après, il faut savoir quels sont ces critères. Parce que par exemple, je suis très inquiet de voir que si jamais les métiers en tension n'étaient plus en tension l'année prochaine, ou si l'entreprise disparaissait, alors on perdrait son titre. Ben, ça n'aurait pas de sens, puisque à ce moment-là, cette opération créerait plus d'instabilité qu'elle ne stabiliserait. La régularisation, ça doit stabiliser, ça doit permettre aux gens, et à leurs enfants, notamment aussi, qui sont victimes de ce climat d'instabilité, de s'ancrer dans la société française durablement, et voilà, c'est ça l'objectif. Donc je pense que la philosophie actuelle prônée par les LR, consistant à dire zéro régularisation, est contraire à l'ordre public. Et elle repose en fait sur une formidable hypocrisie, parce que nous savons tous qu'en réalité nous avons besoin de cette main-d'œuvre. Voilà. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, dans le débat sans vote au Parlement du 6 décembre 2022, avait interpellé un des députés de l'opposition de droite en disant, mais je crois que c'était le député du Calaisis. Il a dit, mais enfin, si vous apprenez que le chauffeur du VTC est irrégulier, vous sautez de la voiture. Si vous apprenez que le repas qu'on vous sert a été fait en cuisine par des irréguliers, vous quittez le restaurant, ou etc. Vous ne mangez pas les fruits qui ont été cueillis par des... donc, c'est le style de Dupond-Moretti, mais je trouvais que c'était quand même une bonne interpellation. Il y a une formidable hypocrisie de l'État, de la société, des entreprises, enfin très générale, sur cette histoire des irréguliers. Nous en profitons. Et je pense qu'une des tâches, si on veut se concentrer sur une tâche particulière, c'est effectivement de stabiliser les critères de régularisation en n'imposant pas de longues années de présence, de longues années de travail, etc., en essayant d'être encore réaliste. Parce que tout ce que j'essaie de dire, je pense que c'est du côté du réalisme.
La toute dernière question. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais faire très vite. Effectivement, moi, je viens de Bercy et je suis convaincue que le changement ne viendra pas de là. Et par contre, c'est intéressant en fait de voir, de réfléchir à la manière de contrecarrer les discours de l'extrême droite et de la droite un peu plus large, sénatoriale, etc. Mais comment en fait? Parce que, outre le travail des chercheurs, il faut faire un travail de lobbying à très haut niveau. Et est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites par des intellectuels, des chercheurs, mais directement auprès du gouvernement et sinon aussi, à la fois il faut influencer le gouvernement, je suis d'accord, mais aussi la société civile. Donc quel travail de lobbying en tant que citoyen, si par exemple, moi je suis juriste et économiste, comment m'engager pour influencer les mentalités sur ce sujet? Bien, écoutez, il y a la répétition pédagogique qui est essentielle. Il y a effectivement ne pas fuir les médias, et bon, ça c'est compliqué parce que c'est éprouvant, hein. C'est vraiment éprouvant. Et puis bon, il y a alors, beaucoup de politiques ou de cabinets, etc. m'invitent, et voilà, je leur dis ce que je pense. J'ai été invité en très haut lieu. Non pas par le conseiller immigration de l'Élysée, mais par le conseiller qui rédige le discours, par exemple. Et alors, ce qu'il dit, c'est toujours, mais oui, mais l'opinion publique. Et là, je me pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui explique que dans certains dossiers, il faut absolument tenir compte de l'opinion publique, et dans d'autres, surtout pas? Les retraites, par exemple. Et est-ce que la fin de vie, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tenir compte de l'opinion publique ou pas? Est-ce qu'on va tenir compte de la Convention citoyenne ou pas? Je pense que la Convention citoyenne, c'est un moyen intéressant. Non pas, il ne s'agit pas de la substituer au Parlement, du tout, le Parlement doit garder ses prérogatives, mais ça peut instruire, préparer les travaux parlementaires. Et moi, je suis favorable à ce qu'une Convention citoyenne, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas pratiquer à longueur d'heure le claquement de pupitre, les doigts d'honneur, les hurlements, etc. Mais bon, il y a quoi je fais allusion, mais qui vont réfléchir ensemble, qui vont écouter, recueillir de l'information, des documentations, qui vont même partir avec l'idée que, après tout, on peut changer d'avis en cours de route si on apprend des choses sur le sujet. Et c'est ce qui s'est passé dans la Convention sur le climat, c'est ce qui s'est passé dans la Convention sur la fin de vie. Il y a un livre extraordinaire que je vous recommande, il est dans la même collection que le mien, c'est Thierry Pech, Le Parlement des citoyens. Le Parlement des citoyens, c'est l'expérience de Thierry Pech sur la Convention sur le climat, qui raconte non seulement, expose non seulement les principes de ce que c'est que la consultation des citoyens par rapport à d'autres formes de consultation, de débat, de référendum, etc., mais qui entre dans les détails de mode d'emploi de façon extrêmement pratique, très claire. C'est une merveille d'intelligence, ce livre. Et on ne peut pas réfléchir à la Convention citoyenne sans avoir lu d'abord le livre de Thierry Pech. Donc vous voyez que là, je fais de la publicité pour autrui, et vraiment ça vaut le coup. Je pense que beaucoup des personnes qui sont dans cette salle seront intéressées de découvrir le livre de Thierry Pech sur ce que c'est qu'une Convention citoyenne, ce que ça peut apporter, comment on peut encore les améliorer, etc. Bien, merci. Donc, au-delà de Thierry Pech, François Héran, Immigration, le grand déni. Merci encore, merci à vous d'être venus si nombreux. François Héran va être disponible très rapidement pour signer quelques ouvrages que vous trouverez au fond de la salle. Vous pourrez, sauf si l'auteur s'y oppose, retrouver cette rencontre dans les podcasts d'Ombre Blanche. Et de grec. Donc, merci. Et du grec. La vidéo. Ouais, en vidéo, pardon. Merci donc au grec aussi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. D'ici une prochaine rencontre, portez-vous bien. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore François.